très chers fidèles abonnés du magazine Les Panels, vous qui nous suivez de partout, vous nous donnez toujours confiance. Pourquoi? Parce que nous disons qu'il faut développer les Congo, il faut développer la RDC, on ne peut pas rester là. On dit que non, c'est toute une pépinière. Le pays est caractérisé par des richesses énormes. Mais pourquoi la population continue à vivre dans cette grande pauvreté? Vous avez suivi dernièrement, les Congo est classé même troisième pays les plus pauvres du monde. Et nous nous posons des questions, nous avons des scientifiques, nous avons des intellectuels. Est-ce que ce qui manque à la République démocratique du Congo, c'est une classe d'élite? On se pose des questions. Et pourquoi, depuis la prise de l'indépendance jusqu'à nos jours, les universitaires ne cessent d'écrire, les écrivains, si je peux encore le dire, nous motivent à tout moment avec de très belles phrases. Mais pourquoi le panier de la ménagère traîne encore? Pourquoi les Congolais peinent à retrouver quand même son paradis terrestre? Ce sont des petites questions, peut-être petites, mais des questions de profondeur pour nous permettre facilement à comprendre pourquoi les Congos ne veulent pas avancer. Alors, dans le cadre de votre émission, dans le cadre de nos recherches, nous voulons réfléchir avec un scientifique, M. Jeff Kachama Lusamba, qui est professeur en économie et gestion éducation nationale française. Il est membre du conseil économique de la ville de Metz en France. Il est enseignant des politiques économiques à l'université de Lorraine et à l'ICN Business School. Il est aussi expert en management des projets. Il est écrivain en même temps. Nous voulons réfléchir sur les programmes minimum pour les décollages de la République démocratique du Congo. Nous savons que peut-être qu'il ne sera pas le premier, mais l'écouter fera encore partie des superpositions. Quand les scientifiques écrivent, c'est que vous devez creuser à fond pour savoir quelle est son idée principal. C'est avec lui qu'on va passer ces très bons moments. Vous nous suivez aussi en direct de votre chaîne ACAD Pro HD avec Ingénieur Loubaki et aussi les abonnés des JM Panel HD. Vous allez peut-être consommer aussi cet élément sur la chaîne des télévisions Tosungana Télévision sur TNT. Alors, merci. Nous allons recevoir le professeur. Monsieur Jeff Kachama Lusamba, merci d'avoir répondu présent à cet entretien. Nous voulons réfléchir Congo, nous voulons réfléchir développement, nous voulons réfléchir aussi une technique qui peut permettre aux hommes d'État de réfléchir objectivement pour que le Congo se revêtisse aussi de sa plus grande robe perdue tant longtemps, alors que nous comptons aujourd'hui déjà 64 ans d'indépendance, mais pas d'indépendance économique, pas de développement. Qu'est-ce que vous avez voulu nous donner comme leçon d'une manière générale dans votre ouvrage qui a comme une grande thématique ou un grand titre qui est Programme minimum pour le décollage de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, de me donner l'occasion de pouvoir expliquer un peu ce que j'ai écrit dans une petite brochure que j'ai voulu synthétique. Vous avez vu que je n'ai fait que 25 pages, parce que je sais souvent que quand on écrit beaucoup de pages, les gens ne lisent pas. Alors je vais essayer de tout synthétiser sur 25 pages. Alors ce que j'ai voulu, c'est montrer et donner ma petite contribution et comment, ce qu'on pourrait faire pour que notre pays puisse sortir de l'ornière. Et cette contribution, je ne dis pas que c'est une panacée, c'est juste un moyen de dire, moi aussi, j'ai réfléchi sur mon pays, j'ai voyagé à l'étranger, dans beaucoup de pays, et je sais comment font les autres. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle de benchmark, c'est-à-dire s'inspirer de ce qui passe ailleurs pour voir comment on peut améliorer? On ne nous demande pas d'inventer la roue. Il y a des pays qui sont développés. Je ne parle pas des pays riches, qu'on appelle les riches développés, même des pays en Asie, au Moyen-Orient, même ici en Afrique d'ailleurs. Mais pourquoi nous, on ne pourrait pas faire ce qu'ont fait les autres? Donc je dis, pour cela, il y a une façon de faire. Et on ne peut pas dire qu'il y a un développement à la congolaise, ça n'existe pas. Le développement, c'est un comportement, c'est une démarche qu'il faut adopter pour arriver à des résultats. Très bien, merci beaucoup, professeur Jeff Kachama Lusamba. Je rappelle que dans votre ouvrage, vous avez quand même survolé
tout, bon, je ne vais pas mettre un quantificateur universel, mais vous avez presque survolé beaucoup de ministères, tout en donnant un plan d'action pour chaque ministère, et puis un budget alloué, parce que le plus important ici, vous dites les idées phares de votre programme, mais aussi les budgets alloués à chaque département ministériel. Restons un peu sur le plan pédagogique. Quelle est votre démarche pour que ceci soit effectif un jour? Vous voulez utiliser quelle méthode? Alors, à part l'écriture. D'accord. Vous avez bien parlé du budget. Vous voyez que moi, mon budget, il est à un peu plus de 19 milliards de dollars. Celui du gouvernement, il est à 16 milliards et demi. Donc, on n'est pas vraiment très, très loin. Le problème, c'est comment on fait pour mobiliser les recettes, pour maximiser les recettes ou les entrées. Il y a les recettes, il y a aussi les entrées, puisqu'on a des partenaires extérieurs qui nous donnent aussi un appui. Alors, donc, l'idée qui est derrière, qui sous-tend tout cela, c'est qu'on ne peut pas réussir un projet si le budget qui est alloué à un ministère, à un département, à un organisme n'est pas exécuté. Ça ne sert à rien de demander à quelqu'un des résultats s'il n'a pas l'argent qui est promis. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de montrer que si, évidemment, les chiffres que j'ai attribués au ministère, c'est par rapport à ce que moi je pense, ça peut se discuter. Ce n'est pas non plus, si vous voulez, la science infuse. Mais ce qui est important, c'est que si on décide d'attribuer un budget à un ministère, il faut qu'à la fin de l'année, ce budget soit exécuté, c'est-à-dire mis à la disposition de ce ministère. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que le budget, attention, le budget, c'est une prévision de ce que va se faire l'année d'après. Donc, ça veut dire, on prévoit qu'on va faire entrer autant de recettes. Il est possible qu'à cause des aléas, à cause des chocs, on ne puisse pas avoir ce budget qui était prévu. Mais en ce moment-là, aujourd'hui, il existe des techniques utilisées par des pays comme les États-Unis, comme la France, comme l'Allemagne. La France, moi je suis en France depuis plus de 45 ans, et la France, depuis 1974, n'a pas un seul budget à l'équilibre, toujours des déficits. Pour cela que la France est maintenant à 3 000 milliards d'euros de dette. Ça veut dire en fait, on va lever les fonds qu'on n'a pas, on va lever sur le marché les fonds qu'on n'a pas. C'est comme ça qu'ils font ces pays-là. Alors, évidemment, nous, c'est un peu compliqué parce que comme on travaille avec le Fonds monétaire Banque mondiale, qui vont nous demander d'avoir les comptes à l'équilibre, mais dans les économies d'aujourd'hui, il est impossible d'avoir l'équilibre budgétaire. Donc, c'est à nous de savoir comment lever les fonds qui nous manquent. Très bien. Vous allez avancer. Alors, la mobilisation de ces recettes pour atteindre ce budget demande une stratégie quand même pratique de tous les ministères, entre parenthèses, de tous les secteurs, les décollage, développement. Pour vous, quel est ce secteur qui peut nous faciliter la tâche à mobiliser le budget au plus vite possible? Parce que ce pays est comme en urgence. Le développement est devenu une urgence en République démocratique du Congo. Pour vous, de tous les secteurs, il faut avoir un secteur phare. Lequel? Et quelles sont les stratégies? Alors, je vais, avant de vous répondre directement, je vais vous dire que moi, la démarche que j'ai suivie, si vous avez bien lu ma petite brochure, que je voudrais que la plupart des ministères ne soient pas seulement des ministères dépensiers, mais qui deviennent générateurs de recettes. C'est ça, les plus importants. Oui, parce que le ministère des Sports, par exemple, le ministère de la Culture et Arts, on peut générer des recettes si c'est mieux géré, si on a bien réfléchi, on a mieux structuré. Je prends le Culture et Arts, par exemple. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir, par exemple, des studios d'enregistrement comme le fait le Nigeria avec Nollywood? Ça fait plus de 2,5 milliards de dollars par an grâce à ces films que tout le monde regarde ici à la télé. Et comme on le fait aussi en Inde avec Bollywood, donc comme on le fait aux États-Unis bien sûr. Mais nous pouvons aussi avoir, j'ai proposé, vous avez lu Maluku Wood, donc à Maluku, on peut faire des studios d'enregistrement modernes avec si vous voulez, tous les équipements structurants qu'il faut pour que nos artistes puissent travailler dans de bonnes conditions, qu'on puisse nous aussi exporter nos films. Et ça aura la capacité de toute la République ou vous ne reflétez que l'image de Kinshasa? Non. Alors, le Congo est tellement vaste, cher professeur. Oui, alors attention. Là, c'est vrai, vous avez raison de faire cette remarque, mais en fait, ça, c'est le rôle du ministère de l'aménagement du territoire, plan aménagement du territoire. Son rôle, c'est de voir comment on peut équilibrer les activités économiques ou culturelles entre les régions. Ça, c'est le ministère qui peut décider qu'au lieu que ce soit à Maluku, on va le mettre, je sais pas moi, au Sankourou ou à Lodja. Mais pourvu que les gens puissent s'y déplacer, si on a les moyens de communication faciles, ben, on peut le mettre ce studio à Lodja, pourquoi pas. On peut le mettre à Itimbiri ou n'importe où. Mais ça, c'est le rôle. Comme vous savez, j'ai fusionné le ministère
de plan et aménagement du territoire. Et moi, dans ma brochure, je propose 26 ministères, pas plus. Parce qu'au-delà, on est en train de trop spécialiser et ce n'est pas très bien pour le budget de l'État. Non, 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 on peut le mettre n'importe où, à condition qu'on puisse y accéder, à condition qu'il y ait de l'énergie, bien entendu. Donc ça, c'est des conditions sine qua non, c'est important. Très bien. Alors, donc, alors, je peux prendre un autre exemple, si vous me donnez le temps, le tourisme. Le tourisme, il y a beaucoup de pays qui vivent du tourisme. Vous allez en Asie, vous avez la Thaïlande, vous avez l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, tous ces pays qui vivent du tourisme. Si je prends sur le plan africain, vous avez à peu près 2 millions de touristes au Kenya, vous en avez 1,5 million en Tanzanie, vous en avez 900 000 au Sénégal, et nous ici, on est à peine à 350 000 touristes par an. Donc vous voyez, dans les données mondiales, on sait que le touriste dépense en moyenne $1 000 pendant son séjour. Si nous avons 1 million de touristes, vous voyez déjà l'argent que ça peut faire rentrer, et par un effet d'entraînement, on va créer des emplois dans la formation des gens pour accueillir les touristes, dans les gens qui vont présenter les produits aux touristes, dans les infrastructures, les équipements, tout ça. Donc c'est un secteur dans lequel on peut gagner beaucoup d'argent. Un pays comme la France, qui est un pays développé, la France est la première destination touristique du monde, avec 86 millions de touristes. Donc il y a plein de gens qui vont en France, et ça rapporte beaucoup d'argent. Tous ces pays se battent pour stimuler le tourisme. Alors, si vous me permettez, chez nous, pour l'instant, c'est très difficile par exemple, de pouvoir développer le tourisme. Pourquoi? Nous avons tout ce qu'il faut pour que les touristes viennent chez nous. Moi, j'étais en Indonésie, à Bali, pour voir un peu les touristes vont voir là-bas, les singes que nous avons ici, les bonobos qu'on a, c'est plus intéressant que ce que j'ai vu ailleurs. Mais sauf que tout ça, il faut que ce soit structuré, que ce soit réfléchi, tout ça. Première chose. Deuxième, pourquoi c'est difficile que les touristes puissent venir chez nous? Les hôtels coûtent très cher à Kinshasa. Les restaurants coûtent très très cher à Kinshasa. Il y a un problème d'insécurité. Il y a des tas de casseries policières, administratives. Les visas sont chers. Mais tout ça, les déplacements sont difficiles. Donc vous aurez du mal à faire venir les touristes. À commencer par la chose qui intéresse les touristes. Moi je peux vous dire, par exemple, quand j'étais en Indonésie ou même en Malaisie, vous pouvez manger très bien dans un restaurant pour $6, $7. Alors, mais nous ici, pour manger correctement ce que demande un touriste, un standard minimum, quand je suis en ville, c'est $20, c'est 25, c'est $30. Et si vous prenez par 2-3 repas, c'est pas possible. Donc ce sont des choses qu'on doit voir. Pourquoi c'est cher chez nous? J'ai les réponses aussi pourquoi c'est cher. C'est cher parce que, bien sûr, il y a la spéculation, mais il y a aussi toute une panoplie de taxes qui sont plutôt pénalisantes. Donc il faut voir quelles sont les taxes qu'on peut maintenir, qu'on peut enlever. Il y a aussi un problème d'énergie. Si on n'a pas d'énergie électrique, que l'hôtel est obligé de mettre un groupe électrogène, c'est sûr qu'elle va essayer de répercuter ça sur le prix. Donc il y a un tas de choses les choses qui vont faire que ça, on ne peut pas vraiment promouvoir le tourisme. Il faut qu'on puisse faire une réflexion d'ensemble pour voir les touristes qui viennent, qu'est-ce qu'ils cherchent à voir. Et je peux vous dire que ici au Bas-Congo seulement, il y a plein de choses que les touristes peuvent voir. Dans le Kassai, il y a plein. Mais il faut que nous, on puisse structurer, que ça devienne une industrie touristique. Très bien. On peut le faire. Merci beaucoup, professeur Kachama. Mais vouloir attaquer, parce que les mêmes effets produisent les mêmes causes aussi, vouloir plus attaquer les secteurs d'une manière individuelle, ou vouloir les individualiser, ça risquerait peut-être de nous mettre dans un pétrin où on ne saura pas comment sortir. Mais j'aimerais ici toucher les fonds. Quand vous dites que la vie est chère, ça signifie que les hôtels sont chers à Kinshasa, au Congo, presque tout est cher, trop de taxes, trop de tracasseries. Vous ne voyez pas qu'il faudrait pour vous revenir en arrière, poser d'abord des bases. Qu'est-ce qu'il faut à votre niveau pour qu'il n'y ait plus assez de tracasseries, pour qu'il y ait facilité de circulation de la monnaie, cet échange entre l'État et la vie extérieure, cet échange entre l'État et les partenaires. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en amont avant qu'on arrive à faire appel aux bailleurs de fonds, à penser au développement extérieur, à penser outre. Au niveau de la base, vous devez réfléchir sur comment sécuriser certaines bases. Vous avez le temps. Oui, alors, tout à l'heure, quand je suis en train d'énumérer, bon, parce qu'on n'a pas le temps de tout énumérer, comment on peut faire pour maximiser les recettes, la première chose qu'il faut faire au Congo, avant de répondre à votre dernière question, je n'ai pas parlé, c'est l'agriculture et
ce qu'on appelle l'agroalimentaire, donc l'industrie agroalimentaire. Donc ça, si vous, après, vous avez des questions là-dedans, je peux vous dire comment ça peut générer beaucoup de recettes pour le pays. Ça va nous permettre de pouvoir économiser nos devises qu'on utilise pour importer des produits. Alors, donc je reviens à ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier chez nous? À mon avis, en premier, nous avons un problème de la mentalité de l'homme congolais. Voilà. Il faut changer la mentalité de l'homme congolais. Moi, je suis moi-même congolais. Je peux vous dire que avec la manière dont les gens réfléchissent maintenant, il n'est pas possible de pouvoir penser, amorcer un changement, une réforme, si on n'instaure pas ce que moi j'appelle la tolérance zéro. Ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de nos dirigeants, on puisse dire que maintenant c'est tolérance zéro. On n'accepte plus que quelqu'un puisse avoir des comportements qui dérivent. Ça veut dire qu'on dit aux gens, vous voyez vous-même que ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça nous a amené où nous sommes, c'est-à-dire nulle part, ça n'a pas marché. Mais à partir de demain, c'est tolérance zéro. Ça veut dire qu'il y a des lois qui existent, il y a des règlements qui existent, vous devez les appliquer et les respecter. Celui qui va avoir un comportement déviant, il est sanctionné sans aucune autre forme de poursuite. Est-ce que les problèmes... C'est par ça qu'il faut commencer. Les problèmes, c'est chercher comment sanctionner, ou les problèmes, c'est comment asseoir la loi, comment imposer. Parce que quand vous parlez, vous citez l'exemple de la France, ces pays sont devenus des pays développés aujourd'hui grâce à la loi aussi. À votre niveau, changement de mentalité, je me rappelle encore, il y avait une structure, ça existe jusqu'à nos jours, à la présidence de la République, changement de mentalité. Vous, quelle est votre touche particulière qui fera en sorte qu'une loi qui est déjà proposée, appliquée, elle doit être aussi respectée et rigoureusement. Est-ce que vous avez une méthode particulière? Oui. Mais dans tous les cas, dans le monde entier, il faut d'abord rétablir l'État. L'État, ça veut dire que les gens ont peur, qu'il y a des autorités qui sont là, qui veillent sur nous. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc pour cela, il faut qu'au niveau des structures, au niveau des opérateurs, au niveau des dirigeants, on soit impitoyable à tous les niveaux. On commence par le niveau le plus élevé, donc le chef de l'État, donc il doit être impitoyable avec les gens qui sont en dessous de lui, qui eux-mêmes vont être impitoyables. Si on commence par sanctionner, comme ça a été fait à Singapour, qui est un pays modèle au niveau de corruption zéro, ça veut dire que le Premier ministre singapourien, qui s'appelle Lee Kuan, en 64-65, il a dit, à partir de maintenant, c'est terminé, c'est tolérance zéro. Si on apprend qu'un ministre est allé manger avec un chef d'entreprise qui a payé son repas, c'est sanction immédiate. À Singapour, vous n'avez pas le droit de fumer, il y a des endroits réservés pour fumer. Si on vous prend, c'est $300, c'est $500 de pénalité. Donc, à Singapour, dans le métro, il n'y a pas de contrôleur, mais personne ne fraude, parce que les gens savent qu'il faut respecter. Donc, alors, pour cela, je sais que c'est compliqué ce que je dis là, mais s'il y a la volonté de le faire, on va y arriver. On va y arriver. Mais c'est pour cela, monsieur, il faudra que les gens soient bien payés, soient mieux payés, si vous me permettez. Mieux payés, ça veut dire qu'il faut commencer par diminuer les écarts des salaires entre les gens. Il faut harmoniser. Vous allez voir que dans ma brochure, je propose des grilles de salaires harmonisées pour qu'il n'y ait pas trop d'écart de salaire entre les gens. En ce moment, les gens vivent, il y a une harmonie, il y a une cohérence. Et à ce moment-là, vous allez voir que si on met les salaires au niveau que moi je propose, même les prix vont baisser. Puisque en économie, on dit qu'il y a l'offre et la demande. Si quelqu'un met son logement à $3 000, qu'il n'y a pas de preneur, puisque le ministre gagne $3 500, c'est sûr qu'à un moment donné, il va baisser son... Donc même là, les prix vont baisser. Je n'ai pas mis les chiffres là comme ça pour rigoler ou pour, si vous voulez, provoquer les gens. C'est parce que je pense que par rapport à notre économie, il faut avoir des salaires qui sont en adéquation avec l'économie. Il n'est pas normal que, par exemple, chez nous, que ce soit les ministres, les députés ou les parlementaires, tout ce que vous voulez, qui gagnent plus que les ministres et les députés des pays comme les États-Unis. Donc, je dis qu'il faut mettre en harmonie avec ça. Et je pense que c'est ça. Alors, donc, pour répondre plus précisément à votre question, moi, je dis il faudrait qu'au niveau des autorités les plus élevées, qu'on puisse appliquer la tolérance zéro. Ça veut dire qu'on vous a dit de faire ça, vous n'avez pas fait, on contrôle, on vous évalue, hop, on vous sanctionne. On prend quelqu'un d'autre. Quand on aura fait 2-3 fois ça, quand on aura vu les policiers qui tracassent les gens dans la rue en leur demandant de l'argent, eh bien, on peut même se déguiser pour les piéger. Mais il ne faut pas piéger pendant une ou deux fois. C'est-à-dire pendant 3-4 mois, on fait la même chose. Mais je vous jure qu'ils vont changer de comportement. Quand ils auront vu qu'ils ont perdu leur emploi, qu'on a mis d'autres personnes, les gens vont dire attention. Nous allons bientôt aborder la question
punaise de l'économie. Mais avant cela, on fait un point de chute, parce que vous avez repris la phrase tolérance zéro plusieurs fois ici dans votre brochure, et j'aimerais savoir, nous sommes dans un pays, et surtout en Afrique, précisément au Congo, la politique domine tellement les institutions, la politique domine tellement les lois, la politique pèse. C'est elle qui élabore la ligne éditoriale, la ligne à suivre, c'est la politique. À votre niveau, est-ce que vous avez prévu un mécanisme qui peut faire pour échapper à la politique, pour qu'il n'y ait pas chevauchement dans votre plan d'action, tolérance zéro, son application, son applicabilité, il faut qu'il y ait un mécanisme qui doit échapper à la politique politisée. À votre niveau, qu'est-ce que vous avez prévu? Moi, je pense que, je suis désolé de le dire comme ça, je crois qu'il faut faire reset comme sur un ordinateur. Il faut qu'on reparte de zéro ou à zéro chez nous. 64 ans après, professeur, la mentalité est déjà creuse dans l'humain congolais. Vous devez réfléchir plus haut. Si, attendez, j'ai pas fini. L'homme, il est plus changeant que vous le pensez. L'homme congolais, là, dont vous parlez, quand il est ici, qui essaie d'enfreindre les lois, de ne pas respecter, lorsqu'il va dans des pays où l'État fait sentir sa présence, par exemple en Europe ou ailleurs, ou même ici en Afrique, lui-même, il sait qu'il doit respecter. Il le fait. Pourquoi il le fait là-bas, il ne le fait pas chez nous? Donc, c'est pour ça que je pense qu'il revient à nos autorités de dire que c'est eux qui doivent prendre le taureau par les cornes, en disant que ça doit changer. Donc pour cela, il n'y a pas d'autre solution que la tolérance zéro. Ça veut dire que si le chef donne l'exemple, en dessous de lui on donne l'exemple, on va arriver, les gens vont dire non, si là-bas déjà il fait ça, non, donc c'est la seule solution. Je ne peux pas faire de la politique. Moi je suis plutôt un penseur. Donc il faut qu'à chaque niveau... Les contextes, c'est de la politique qui s'impose. L'homme congolais, même si j'ai dit qu'il avait une mentalité qui pour l'instant nous paraissait faisandée, mais l'homme peut changer, on appelle ça des instincts grégaires, c'est-à-dire comme des troupeaux, on peut changer. Il peut changer s'il voit qu'on sanctionne. Donc la peur des gendarmes, c'est le commencement de la sagesse, on dit. Donc pour l'instant, il faut tout reformater. Alors vous avez parlé de la répartition des postes par rapport à la politique. C'est vrai que ça, c'est un problème, c'est un fardeau, parce que chez nous, tout est politisé. Quand on doit nommer au niveau du portefeuille, ben on va réfléchir, tel parti n'a pas encore... Alors, si encore les partis, au sein de leur organisation, s'arrangeaient pour mettre les gens qui ont les compétences qu'ils proposent, ça serait bien, mais j'ai l'impression que les partis, c'est même pas ça qui importe. Donc les partis, on va mettre, c'est mon cousin, c'est mon ceci, et puis c'est celui qu'on va proposer, et puis on va le nommer. À ce moment-là, ceux qui nomment, notamment le président, il est plus ou moins, entre guillemets, si vous me permettez de le dire, prisonnier du système. Donc le système, il faut le revoir, c'est pas bon. Mais si on veut redresser Congo Airways ou l'ONATRA, on ne peut pas mettre quelqu'un parce qu'il appartient à un parti politique. On cherche le meilleur manager possible, qui a des notions de management. Donc si vous mettez un politique, ben évidemment il va faire de la politique, bien entendu. Donc ça ne peut pas marcher. Donc on ne peut pas faire les choses en mettant des gens qui vont bricoler. On va mettre un spécialiste et qui a prouvé qu'il savait gérer. À ce moment-là, ça peut... Et puis ensuite, si on met quelqu'un, parce que attention, je n'ai pas dit non plus qu'un manager, ça doit être un technicien. Non, un manager, c'est un décideur. Donc si le décideur sait écouter, puisqu'il a mis autour de lui des experts, il écoute des experts, il est là pour prendre la bonne décision. Donc à la limite, même s'il n'est pas technicien, tant mieux. S'il n'est pas technicien, il écoute ceux qui connaissent, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et lui, il prend la bonne décision. Donc, mais il faut prendre des managers. Ou alors, il faut les former au management. Sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Donc on ne peut pas se tromper nous-mêmes. Il faut qu'on dise qu'à un moment donné, nous voulons résoudre nos problèmes, parce que c'est ça, si vous voulez, l'essence même, l'essence, c'est ce que si vous voulez, pas le sens, mais l'essence, comme le carburant. L'essence même du politicien, c'est de trouver des solutions aux problèmes de son peuple. L'eau potable, l'électricité, la santé, l'alimentation, c'est ça. Donc si on met des gens qui ne trouvent pas de solutions, évidemment, on doit s'en prendre à nous-mêmes. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous donnez tout un croquis, et puis vous faites le dispatching de vos budgets, ou de votre budget, les croquis du gouvernement au niveau de la présidence de la République, primature, et puis les assemblées, tout et consorts. Vous proposez un budget de la présidence de la République estimatif à 100 millions de dollars, les budgets pour la primature 80 millions, Parlement 120 millions,
dotation aux collectivités territoriales 2,2 milliards, fonds des réserves 350 millions, budget total 19,670 milliards. Ça c'est une proposition. Non, vous savez bien, professeur, il y a un problème de détournement qui a caractérisé l'homme congolais. Comment faire pour lutter contre l'invasion fiscale, pour lutter contre la gabegie financière? Le président actuel a mis en place une machine opérationnelle qui est l'IGF, qui essaie de ramener les histoires à un certain niveau, bien qu'avec beaucoup de difficultés. Et vous, pour qu'il n'y ait pas fuite ou évasion fiscale, qu'est-ce que vous avez prévu comme plan? Là, nous revenons un peu à la question qu'on a abordée tout à l'heure. Je reviens en mon sésame, tolérance zéro. Tolérance zéro, ça veut dire qu'on vous a alloué un budget et vous devez affecter ce budget à ce qui était prévu. Vous devez avoir les contrôles avant que les gens respectent ce que vous pensez. Vous devez avoir les contrôles de ces budgets. Mais il faut voilà. La sécurité de ces budgets. La numérisation. Il y a un ministère aussi qui n'a pas marché aujourd'hui, affilié à un autre ministère, le ministère des numériques. Ça n'a pas marché dans ces pays. Bon, moi, je ne peux pas dire que ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi si on a fusionné, il y a peut-être une raison. Je ne veux pas dire que ça n'a pas marché, je ne veux pas m'avancer trop. Non, mais aujourd'hui, dans tous les pays, on est en train de travailler sur la numérisation. Si tout est numérisé, il sera très difficile de pouvoir détourner de l'argent. Ça veut dire que les Allemands, ils ont un logiciel qu'on appelle SAP, qui est très connu, qui coûte cher, mais qui résout beaucoup de problèmes dans les organisations. Ça veut dire que le président de la République peut avoir, ou le Premier ministre, ils peuvent avoir dans leur bureau un ordinateur. Dès qu'il y a 1 million ou je ne sais pas quelle somme qui est sortie pas, ils voient qu'à tel endroit, l'argent est sorti. Là, il faut qu'il y ait un système informatisé pour toute la République. Alors qu'il y a un problème d'énergie, un problème d'électricité, un problème d'Internet dans ces pays. Non. Parce que finalement, plutôt que de mettre, prenons par exemple SAP, on peut aller jusqu'à 20 millions, 30, 50 millions de dollars pour vraiment bien le mettre en place. Mais il vaut mieux payer ces 50 millions-là pour informatiser, empêcher justement les détournements, la prévarication, que laisser les gens mettre des gens dans leur poche finalement. Alors ça c'est, déjà on peut, en numérisant déjà, on va résoudre beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que l'argent ne peut pas sortir sans qu'on sache où il est parti, parce qu'il y a une traçabilité, première chose. Deuxième chose qu'on peut faire également, je l'ai proposé, arrêter de faire circuler l'argent liquide en espèces. C'est quoi les gens qui vont... Parfois j'ai déjà vu à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée dire, voilà, on attend Bongo Zoya. C'est-à-dire qu'on a amené cet argent dans des malles ou dans des caisses. Non, on ne peut pas sortir autant d'argent et qui circule entre les mains, c'est pas possible. Tout doit passer par les circuits bancaires. J'ai proposé même là, vous voyez, pour les affaires foncières et pour l'urbanisme et l'habitat, que plus rien ne peut se passer au-delà de 500 dollars en espèces. On peut mettre ça, on dit, par exemple, on peut fixer un montant, ça peut être 2000 dollars, je ne sais pas bien. Il n'y a plus d'espèces, tout passe par la banque. Quand quelqu'un achète une maison, tout passe par la banque. Tout est numérisé, on peut résoudre nos problèmes, et ça veut dire qu'en ce moment-là, il y a une traçabilité, on sait qui a fait quoi, qui a failli où. Parce qu'il y aura des mécanismes de contrôle, il suffit de regarder sur l'ordinateur, on sait, tiens, il y avait autant d'argent, mais telle somme sur tel compte, mais c'est parti où? On se rétrécit tout de suite. Là, c'est les niveaux extrêmes. Non, c'est pas extrême. Non. Aujourd'hui, c'est possible. Et nous avons des Congolais qui sont très calés. Et moi, j'ai des amis à Paris, Congolais, qui sont à Paris, qui travaillent qui ont mis en place pour le ministère des Finances en France de tels projets, qui savent le faire. Donc, dire que ça coûte cher, ça ne veut rien dire. Pour un État, dire que ça coûte cher, ça ne veut absolument rien dire. Donc, tous les États lèvent des fonds pour pouvoir faire des programmes qui sont prioritaires, qui sont consubstantiels à leur survie. Donc, on peut numériser, et on peut empêcher la circulation de l'argent en espèces, on peut mettre des mécanismes de contrôle qui vont permettre que les gens ne pourront plus accéder comme ça à 50 millions, 10 millions, je ne sais pas combien, facilement, parce que tout le monde saura. Donc le président, il voit sur son moniteur, il voit, dans tel ministère, il y a autant qui est sorti. Bon, je dis le président, ça peut être un collaborateur du président. Donc à ce moment-là, on peut dire, mais cet argent est sorti pourquoi? C'est la solution. Très bien. Alors là, nous sommes déjà dans le marché financier quand vous évoquez cette question-là. Mais vous savez qu'on n'a pas de banques dans ces pays. 64 ans après, il y a des banques. Nous avons des banques publiques propres à la République démocratique du Congo. Ça, les problèmes. Si pas, on a plus des banques externes qui nous aident. Et un bailleur de fonds peut arrêter un projet un jour. Il dit, bon, écoutez, je n'ai pas trouvé gain de cause, j'arrête avec ma banque et je pars.
pourquoi vous n'avez pas pensé à la multiplicité ou à la multiplication des banques publiques? Quand nous avons des banques publiques, nous avons une très bonne méthode de sécuriser notre monnaie. Et puis, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur les banques publiques? Parce que ça manque au pays. Oui, alors, ce que vous voulez, en fait, les gens font souvent la confusion. La Rabobank, c'est une banque congolaise, même si les gens confondent les propriétaires des capitaux qui sont des Indiens, mais c'est une banque congolaise, selon la loi congolaise. Donc, quand on classe les banques, là c'est la banque la mieux placée quand on fait le classement en Afrique, et la Rabobank, c'est une banque congolaise, même si effectivement les capitaux n'appartiennent pas aux Donc, Congolais. on a que les revêtements, mais les fonds, on ne nous appartient pas. Oui, mais ça c'est au pouvoir public de mettre en place un système qui va faire que les Congolais puissent faire partie de telles structures. S'il y a des gens qui veulent venir investir au Congo, leur dire, comme ça se fait au Moyen-Orient, comme ça se fait au Maroc, dans beaucoup de pays, on dit par exemple, non, vous devez vous associer à des nationaux. Alors, qui vont avoir 51% ou 50%, mais ça, à l'État de voir comment il peut aider les nationaux à accéder à ces capitaux-là. Donc ça c'est le rôle, je dis, du pouvoir public qui doit prendre ça en considération, de dire que c'est pas normal qu'on ait des banques togolaises, camerounaises, nigérianes, marocaines, tout ça ici, qui n'est pas des banques congolaises. Par exemple, quand la BCDC était en vente, ben, si on s'était bien débrouillé, on aurait pu acheter cette banque. Ou du moins, avec Equity Bank, être en parité avec Equity Bank. On ne peut pas laisser comme ça les Kenyans venir prendre cette banque, après acheter une deuxième. Non, non, non. Moi, je pense qu'il faut que vraiment on prenne à bras le corps ce problème de dire que ce n'est pas normal que l'économie échappe aux nationaux. Ça, il y a un problème à faire. Il faut vraiment comprendre ça. Que ce soit les industries, les commerces importants, ben, les Congolais ne sont pas présents. Alors après on dit non, les Congolais ne veulent pas faire. Non, non, non. Si les Congolais ne veulent pas faire, l'État est là pour stimuler. C'est lui qui doit stimuler, qui doit inciter, qui doit pousser les gens à faire. Donc en les regroupant aux besoins, en disant non, mais écoutez, dans tel secteur vous n'êtes pas présent, pourquoi vous n'êtes pas dans tel secteur? Allez, vous mettez-vous ensemble pour avoir cette synergie qui va vous pousser à pouvoir conquérir de nouveaux marchés. Très bien. Alors, merci beaucoup. Je pense que là, on est en train de survoler chaque ministère petit à petit. Nous prenons d'une manière, on fait un tri. Par rapport au ministère le plus phare et par rapport au secteur aussi le plus important pour le décollage des CPI. Je rappelle à ceux qui nous ont pris peut-être en retard, que nous sommes en direct sur YouTube, ACAD Pro HD, qui nous suit en direct. Merci à tous les abonnés de la France, partout, dans le monde, vous qui nous suivez. C'est le professeur Jeff Kachama Lusamba qui nous parle de son ouvrage, une brochure, programme minimum pour le décollage de la République démocratique du Congo. Si vous voulez en avoir, vers la fin, on aura des indications possibles pour vous permettre aussi à lire sur Internet aussi, parce que si vous ne lisez pas, alors on ne saura pas la vérité avec vous. Si vous ne lisez pas, vous ne le saurez jamais. Voilà, alors, professeur, on est en train de faire un point de chute, surtout en économie. Alors, vous avez dit tantôt, il faut toucher à l'agriculture. Toucher à l'agriculture, mais c'est comme si vous faites semblant des nos minéraux qui se volatilisent comme ça, et on prend ça par les Rwandais par force, avec ses partenaires les plus proches. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avant l'agriculture, il faudrait aussi d'abord commencer par nos minéraux, chercher comment les orienter pour qu'il y ait la facilité de la circulation des monnaies, qu'on soit plus pas extraverti, mais trop, non, que ça nous permette facilement de développer les Congo. Est-ce que du côté minéraux, vous avez pensé à quelque chose? Ça peut nous faciliter aussi à mobiliser les recettes autrement. Alors là, vous me poussez à vous donner une réponse un peu tonitruante, je dirais. Alors si vous voulez, moi si j'étais un peu provocateur, je dirais, moi je serais d'accord qu'on mette pause sur les minéraux. Mais bon, ça c'est pas possible. Parce que vous ne pouvez pas ne pas faire l'agriculture, ne pas manger, puisque vous voulez vendre les minerais pour acheter à manger. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le raisonnement. Donc s'il y avait une priorité dans notre pays, c'est le secteur agricole. Très bien. Et nous avons la chance d'avoir 80 millions de terres arables. Il est impossible que nous importions 90% des choses que nous consommons. C'est hallucinant. C'est pas possible. Tous les pays, y compris des pays aussi développés et industrialisés que les États-Unis et la France, ils mettent l'accent sur l'agriculture. Donc un pays ne peut pas se contenter, sauf si c'est un désert, d'importer les choses qui peuvent pousser. Donc nous, on doit mettre l'accent sur
l'agriculture. Pour l'instant, c'est vrai que le président en a parlé, mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on ait mis le paquet pour vraiment que les gens se disent, maintenant, c'est là qu'il faut aller. Il y a le service national. Ah oui, il faut un travail extraordinaire. Le journal fait un travail extraordinaire, mais c'est largement insuffisant. Vous le voyez vous-même, c'est insuffisant ce qu'il fait. C'est très bien, moi, honnêtement, les bonnes choses, il faut les encourager. Ce journal, je trouve que franchement, il faudrait lui donner une médaille pour ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait. Alors, mais ce n'est pas suffisant. Normalement, un pays comme le nôtre, quand on part d'ici vers le Bandundu, d'ici vers le Congo central, on devait avoir des plantations, des champs à perte de vue. On ne le voit pas, ça. Oui, mais les pays sont coupés, ils peuvent avoir la possibilité d'en faire autant. Mais les pays étaient mal découpés. Non, ça n'a rien à voir. Alors les États-Unis, pourquoi le pays, c'est un pays très agricole, c'est un pays beaucoup plus gros que l'autre. Alors il faut arrêter de dire ça. Après, c'est la volonté, la détermination pour pouvoir le faire. Alors moi, je vous donne un exemple, je le dis dans la brochure. J'ai dit, il faut diviser le pays en pépinières de production agricole. Il faut d'abord déterminer ce que nous consommons en termes de format de produits alimentaires. Le riz, les maniocs, les mbalas, enfin, tout ce que vous voulez, le poisson, de quel volume on a besoin par an. Ensuite, on va voir ces volumes, où est-ce qu'on peut les produire. Donc, les pépinières, ça veut dire que par exemple, le Kivu va être spécialisé dans les pommes de terre, autre chose, le Kasaï, l'Équateur. Donc, avec des obligations, avec un contrat de performance passé entre le gouvernement central et les gouverneurs de ces provinces-là. Si à la fin, au bout de 6 mois ou d'une année, une province n'a pas pu produire ce qui était prévu, le gouverneur est responsable, il doit nous dire pourquoi il n'a pas pu le faire. Il peut y avoir des chocs extérieurs, bien entendu, mais on doit savoir pourquoi ça n'a pas été fait pour pouvoir amorcer des mesures correctives la fois d'après. Si on fait cela dans un pays où on peut avoir 2-3 cultures pour certaines cultures par an, vous allez voir que tous les devises que nous sommes en train de dilapider pour importer à manger de Zambie, de poissons, de Namibie ou je ne sais pas d'où, ces devises vont rester dans notre pays. Donc ça va être un matelas pour nos réserves d'échange, c'est ce qui va consolider notre monnaie. Si la monnaie est consolidée, on préserve le pouvoir d'achat. Donc, la première chose à faire, c'est l'agriculture. L'État, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour moi, les pouvoirs publics doivent acheter des engins agricoles qu'on va mettre dans un premier temps, j'ai dit bien, gratuitement ou presque gratuitement à disposition des gens, peut-être dire aux gens, vous allez acheter le carburant si vous voulez. Ah, c'est pourquoi vous soulignez les initiatives privées et coopératives. Ah oui. Attention, dans un État, ce n'est pas, dans un pays, il ne faut pas penser que c'est l'État qui va tout faire. Souvent, ce sont les privés. Vous allez, l'État, c'est celui qui stimule, c'est celui qui régule, c'est celui qui donne l'orientation. Mais après, c'est les initiatives privées qui vont faire l'économie, en fait. Ce que Adam Smith appelait la main invisible. Parce que si chacun cherche effectivement à pouvoir assouvir ses propres besoins, finalement il va faire la prospérité collective. Alors, donc, l'État est là pour stimuler. Stimuler, ça veut dire, par exemple, comme je vous dis, on achète des tracteurs, on achète des engrais agricoles, ou on facilite une usine d'engrais agricoles chez nous, et on donne des semences aux gens, où on leur vend à vil prix, de telle manière que tout le monde se dise on doit faire les plantations. J'ai même proposé pour les étudiants pendant les vacances, ceux qui vont aller travailler dans les champs, ils ont un revenu rémunérateur qui leur permet de dire tiens, pendant les vacances je vais travailler dans les champs, ils gagnent leur vie. À ce moment-là, vous allez déjà revaloriser ce travail. Dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ailleurs, vous avez des plantations à perte de vue, ce qui n'est pas le cas chez nous. Nous, vraiment, il y a un problème, il faut absolument qu'on comprenne ça. Le jour où on arrive à résoudre le problème de l'agriculture chez nous, on sera déjà bien avancé. Mais pour cela, il y a aussi les routes qui vont avec. Donc, il y a plein de choses qu'il faut faire en même temps. C'est pour ça que j'ai proposé, si vous me permettez, une décentralisation financière. Puisque je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Ça veut dire quoi? Qu'une structure ne peut marcher que s'il y a ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ça veut dire qu'on va au plus proche des gens. Donc, il faut qu'il y ait des régies financières autonomes dans les provinces. De telle manière que le gouverneur de province ne soit pas obligé de venir à Kinshasa pour venir pleurnicher pour qu'on lui donne de l'argent au ministère des Finances. Tout le monde est là, ministère des Finances. Il est tout puissant pour ça, le ministère des Finances. Non, il faut le faire de telle manière qu'il y ait des décentralisations qui fait que les choses vont se faire au niveau le plus près des gens. Alors j'ai proposé également, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps d'en parler, que par exemple les routes dans une commune ou dans une ville soient l'apanage de la commune elle-même. Mais pour cela, il faut qu'il y ait cette justement décentralisation financière. Que ce soit la commune qui est responsable. Comment voulez-vous que le gouverneur de Kinshasa puisse s'occuper des Maluku alors qu'il ne connaît même pas la rue dans laquelle moi j'habite ici? C'est trop loin. C'est trop loin. Donc il faut ramener
Les finances également, évidemment, il faudra mettre des mécanismes de contrôle, bien entendu, ce qu'il y a des détournements, ça. Mais si on fait la tolérance zéro, comme je dis, ben, il serait difficile de pouvoir effectivement détourner. Et celui qui a détourné, on le met en prison, et on fait comme disait Moutamba, on le met dans une prison, les jeunes vont le visiter pour dire c'est Moïbi. Ben, il faut trouver des mécanismes à mettre en place, et c'est possible, avec la volonté, la détermination. Voilà, c'est moi ce que je peux vous dire. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on ne va pas terminer toute la brochure aujourd'hui. Il y a tellement de matières, il y a tellement de questions à poser là-dessus. Mais nous pensons que cette émission est à titre pédagogique. Ça va nous permettre petit à petit aller vers l'avant et comprendre quelle est l'essence, quelle est la vision, quelle est la philosophie de chaque ministère, quels sont les systèmes qu'il faudra mettre en place pour que chaque ministère au moins donne son autonomie. Et vous parlez maintenant, là, quand vous parlez de l'agriculture, il faut la décentralisation des régies financières, ça c'est très capital. Vous avez pensé aussi aux voies, c'est-à-dire ça signifie des routes, il faut construire des routes pour lier les différentes provinces. Mais là, j'aimerais prendre ici un ministère juste pour survoler un peu. Vous avez cité les sports. Et puis il y a un terme qui m'a beaucoup plus tiqué ici au niveau du sport. Vous dites qu'il faut industrialiser les sports, j'ai pensé ça. Qu'il faut créer une industrie sportive en quelque sorte. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez cacher? L'idée qui est cachée derrière ces termes, c'est quoi? Alors, comme je dis, il faut créer une industrie du sport. Ça veut dire que par le sport, il y a toute une kyrielle d'emplois qui peuvent être générés par le sport. Si vous prenez seulement le centre des formations, si nous nous mettons à fabriquer des ballons, si nous nous mettons à avoir des ateliers pour fabriquer des maillots, des équipements sportifs, et si nous nous mettons à pouvoir monter ici une usine, à ce propos j'ai des amis qui peuvent venir ici, ils sont même prêts à venir installer une usine pour fabriquer le gazon synthétique. Donc si nous faisons ça, et on professionnalise nos sports, vous allez voir que ça va devenir une industrie qui va ramener de l'argent et qui ne va plus demander de l'argent à l'État. Parce que chaque fois que les léopards doivent jouer, alors que le calendrier est connu un an à l'avance, à chaque fois, dernière minute, continue au ministère des Finances, le président, il faut qu'il intervienne. Non. En France ou dans d'autres pays, le ministère n'a rien à voir. C'est au niveau de la fédération que tout ça s'est géré. Donc, j'ai proposé là qu'on peut avoir une petite taxe sur certaines activités qui peut faire entrer de l'argent pour le sport. Cet argent, il est, si vous voulez, géré par la fédération, qui sait que les léopards vont se déplacer à tel moment, donc il faut de l'argent, les basketteurs vont se déplacer. Mais on nous demande de faire, encore une fois de plus, de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Comment ils font ailleurs? Comment ça se fait que ces équipes-là n'ont jamais des problèmes? Nous, on doit tout le temps dire, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Non, c'est pas possible. Il y a une chanson pour moi, que je n'écoute plus. L'argent, il faut le chercher. Il y a beaucoup d'argent dans le monde si on veut de l'argent. Et là, on n'en a pas parlé. Si on dit qu'on n'a pas d'argent. Vous savez que normalement, dans les standards internationaux, par rapport au produit intérieur brut, ça veut dire par rapport aux richesses créées dans un pays, l'endettement qui est toléré, c'est 60% de dette par rapport à votre... Nous sommes à 14% à peine, alors que la moyenne africaine est autour de 45%. Des pays comme le Sénégal sont à 80%, le Kenya à 80%. Nous sommes à 14%. Nous avons encore une marge extraordinaire, exponentielle d'endettement, à condition que nous sachions monter les projets et les présenter à ceux qui peuvent nous financer. Donc le problème maintenant, c'est comment on monte nos projets. Mais pour cela, il faut que nous ayons, nous, notre programme, notre planification, et on sait que de telle année, on va faire ça, ensuite on va faire, que ce soit bien chronométré dans le temps. En ce moment-là, quand vous allez voir ceux qui ont de l'argent, vu que nous avons le potentiel minier, dont je n'ai pas voulu parler tout à l'heure, et tout ça, nous avons des garanties à donner aux gens. Beaucoup de gens viennent chez nous ici, et ils donnent en garantie nos minerais, autre chose, et ils ont de l'argent, en plus ils veulent construire pour nous. Plusieurs projets n'ont pas marché. Je vous donne un exemple tout à fait simple. Vous prenez quelque chose comme le marché de Kinshasa, le nouveau Zando là qu'on est en train de construire. Moi, je l'ai visité, il est extraordinaire. Les beaux cadeaux laissés par les gouverneurs sortants, Gentilini. Il coûtait 30 millions au départ. C'était 30 millions, je crois que c'est 45, il est arrivé à 45 millions de dollars. Est-ce que vous êtes sûr que 30 millions de dollars, si on avait voulu lever des fonds chez les Congolais, on n'aurait pas pu trouver ne serait-ce que la moitié, même plus de la moitié de 70 millions. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher des Français qui vont venir après dire, bon, la ville donne la garantie, on leur prête de l'argent pour construire le marché. Attendez, non, il faut faire ce que moi j'appelle le capitalisme d'abord national. On dit, voilà, on a besoin de 30 millions, est-ce qu'il y a
les Congolais qui sont prêts à mettre 1 000 $, 2 000 $. Si on a déjà 1 million, 2 millions de Congolais qui mettent 1 000 $, mais on va trouver déjà pas mal de... Moi, si je sais que le marché là, il va m'appartenir, que plus tard, je pourrai avoir des dividendes, que le marché va fonctionner, ben, pourquoi je ne mettrai pas de l'argent dedans? Donc si on veut s'approprier notre propre, si nous voulons nous approprier notre propre économie, il faut commencer par faire d'abord une levée de fonds interne avant de penser à l'extérieur. Donc c'était possible de trouver les 30 millions ici au Congo sans aller les chercher à l'extérieur. Peut-être une petite partie. Mais nous, j'ai l'impression que souvent on recourt à l'extérieur avant d'avoir épuisé les voies internes. Alors là, nous avons aussi des sérieux problèmes ici au pays, les problèmes des transports. Si vous vérifiez dans les grandes villes, il y a un problème de transport qui pose problème. Je prends l'exemple de la ville province de Kinshasa. Il y a un gouverneur qui entre, qui sort, mais on n'a pas assez de bus pour la ville. Si pas les gouvernements centrales qui est dans l'obligation d'initier certains projets pour faciliter la circulation de la population, il y a maintenant un nouveau gouverneur qui est là. Est-ce qu'il y a quand même des initiatives au niveau du transport qui peut faciliter la circulation et lutter contre la lutte contre les embouteillages, tout et consorts? Voilà. Donc, ça fait partie des projets qui peuvent permettre à ce que dans des villes qu'on sent qu'il y a quand même de l'émergence. Est-ce que du côté des transports, vous avez réfléchi quelque chose là-dessus? Ah bien sûr, bien sûr. Alors si nous prenons la ville de Kinshasa avec tous les embouteillages que nous voyons, moi j'essaie d'examiner un peu, je vois que l'embouteillage est dû avant tout à un problème de saturation de la ville. La ville est saturée, il n'y a plus de place à Kinshasa. La surpopulation là. Oui, la ville est saturée, il n'y a plus de place. Alors, parce que chaque fois qu'il y a un espace, ici, on donne maison, montage. Mais c'est pas possible, la ville ne respire pas. Déjà, il y a saturation. Puis, deuxième fait que j'ai remarqué, c'est l'indiscipline des conducteurs. Chacun est pressé. Et personne ne veut pas. Donc, si déjà, au niveau de la discipline, on pouvait instaurer une discipline déjà, on peut résoudre une partie du problème. Troisième problème par rapport aux embouteillages, j'ai vu, c'est également l'absence des feux de circulation. Puisque si on a des feux de circulation qu'on essaie de mettre, si vous voulez, en symbiose, c'est-à-dire que s'il y a deux intersections, le feu fond le premier feu, quand il passe au vert, le prochain sera au vert également. On appelle ça des ondes vertes. À ce moment-là, on laisse passer pendant 2 minutes les voitures, après on les bloque, les autres, ou même si on n'a pas les feux comme c'est le cas, on peut aussi prendre des policiers qui communiquent entre eux pour dire attention à l'autre intersection, moi je laisse passer pendant 2-3 minutes, toi tu te laisses passer, et puis après on bloque, on peut déjà faire des choses. Il y a d'autres solutions par exemple, ça peut être aussi à des heures de pointe, et mettre certaines rues à sens unique, ça se fait. Ça peut être aussi, il y a des milliers de solutions qui existent, mais il faut s'asseoir, réfléchir sérieusement et vouloir... Nous avons déjà un système, il y a une femme qui a monté une nouvelle technologie avec les robots qui existent, peut-être ajouter quelque chose. Oui, mais c'est le feu de circulation ça. Si on multiplie ça, et à mon avis, j'ai remarqué que là où il y a des robots, où il y a des feux, il y a quand même moins de problèmes que là où il n'y en a pas. Quand on entend un policier, dès qu'il n'est plus là, ben c'est fini, tout le monde veut partir. Alors que si on met le feu, voilà. Alors attention, si on veut mettre le feu de circulation, il faut faire ce qu'on appelle en économie des anticipations rationnelles. Puisque nous savons que nous avons besoin de mettre des feux de circulation, on va au préalable implanter une usine qui va fabriquer les feux de circulation sur notre territoire. De telle manière que quand on aura besoin, on va passer la commande à cette usine. Il ne s'agit pas d'aller acheter en Chine ou en Afrique du Sud comme on fait habituellement. Donc, si on fait des anticipations rationnelles, on arrive à faire tourner l'économie. Ça, l'activité économique tourne, parce qu'il y a des commandes, il y a des productions, tout ça. Alors, donc, il faut qu'on peut faire ça. Alors maintenant, le transport. Kinshasa ne peut pas respirer uniquement avec les bus. C'est une fausse solution. Donc, pour que ça puisse marcher, il faut inciter les gens à prendre des transports en commun. Pour prendre les transports en commun, nous avons des grands boulevards comme le boulevard du 30 juin, Triomphal, 24 novembre. Il faut réserver des couloirs pour les transports en commun, pour les bus et les taxis, par exemple. Couloirs réservés pour eux. Alors, donc s'il y a des couloirs réservés pour les bus, ils iront plus vite que les autres véhicules. Toujours pareil, tolérance zéro. Si on attrape un conducteur qui n'a rien à voir là-dessus, y compris les autorités, parce que parfois on voit les autorités prendre à contresens. Quel exemple vous donnez aux gens si vous-même vous prenez à contresens? Le président l'a dit, mais on n'écoute pas. Donc à un moment donné, tolérance zéro, on sanctionne. On dit ici, on le prend, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc si on fait déjà ça, on va déjà résoudre une partie du problème. Imaginez-vous que de Kingasani jusqu'au boulevard Lumumba, Saint-Doué, on peut avoir des bus qui vont vite.
puisqu'ils ont des couloirs réservés. En plus, ça veut dire que lorsque ces bus arrivent à un certain endroit, s'il y a un feu devant, le feu passe automatiquement au vert. Donc, il déclenche une mécanique qui fait passer le feu au vert, mais ils iront plus vite. Et à ce moment-là, vous allez voir que les gens, plutôt que d'aller en ville avec leur propre voiture, ils vont préférer prendre des transports en commun. Alors maintenant, s'il faut qu'il y ait des transports un peu plus chers, parce que les gens ne veulent pas se mêler aux autres, ça on peut étudier, avoir première ou deuxième classe, un peu plus cher, c'est possible. Mais penser résoudre le problème de Kinshasa avec les bus uniquement, c'est impossible. D'autant plus que tout le monde est concentré sur un petit périmètre de 20%. Alors, la dernière solution que je veux vous proposer, bien sûr, c'est le train. Mais le train, ça coûte cher, on va le faire, il y a un métro qui se met en place. Mais c'est les vedettes, les bateaux. Si on met des bateaux ici, qui vont de Kitambo jusqu'en ville, jusqu'à Maluku, jusqu'en Sélé. On a vu Transco en train de dépenser déjà cela. Oui. Il veut déjà produire. Oui, je sais que le Transco, il me semble qu'ils ont commandé des vedettes. La voie fluviale doit déjà s'ouvrir. Si toutes les 15 minutes, il y a des vedettes qui partent d'ici vers Maluku, de là-bas vers ici, moi personnellement, j'irai habiter à Maluku. Pourquoi est-ce que je dois habiter ici? Pour être dans les embouteillages. Donc si on veut commencer à faire ça, maintenant, pour que déplacer la ville vers Maluku, à condition qu'à Maluku aussi, on ait un plan d'urbanisme, parce que là, on n'en a pas parlé. C'est-à-dire qu'on va faire cette fois-ci une vraie ville avec des jardins, des aires de jeux pour les enfants, parce que dans la ville ici à Kinshasa, on ne sait pas que les enfants doivent jouer. Et aires de jeux pour les enfants, des passages pour piétons, et surtout des trottoirs pour les piétons. Ici en ville, il n'y a pas de trottoir. Une femme enceinte ou une femme qui aurait un bébé ne sait pas comment promener son bébé en ville. Il n'y a pas de trottoir. Ben, il y a autant de choses qu'on pourrait faire pour que la ville puisse devenir une vraie ville dans laquelle les gens, une communauté de destin vivent ensemble. Mais ça, c'est des mesures, il faut s'asseoir et réfléchir. Moi, j'ai écrit un article, je vous le donnerai, sur ce qu'on pourrait faire dans la ville de Kinshasa, et où j'esquisse quelques solutions. Bon, j'essaie de le faire connaître, j'ai même publié dans un journal ici, mais bon, apparemment, peut-être qu'il n'a pas été lu, j'en sais rien, mais il y a moyen d'avoir une ville qui respire. Mais il faut déplacer une partie de la population vers Nsélé, là-bas, vers Maluku, à condition que l'État anticipe les choses, comme ils ont fait au Sénégal avec Diamniadio, et il faut mettre les trains. Moi, par exemple, le centre financier qui est en face des affaires étrangères, moi, je le remis à Maluku. Ça veut dire qu'en ce moment-là, on déplace pas mal de fonctionnaires déjà là-bas. S'ils travaillent là-bas, ils vont habiter là-bas. Donc, en ce moment-là, tout le monde est concentré au centre-ville, voilà. Et puis, surtout, il faut viabiliser les nouveaux lotissements. C'est-à-dire qu'avant de donner le lotissement pour construire, on fait les routes, on amène l'électricité, on amène l'eau, on amène la fibre optique, et puis ensuite, les gens peuvent construire. Sinon, on va recommencer, comme on a commencé maintenant, à faire à Maluku ce qu'on a fait à Kinshasa. Alors comment voulez-vous qu'à Kinshasa ça puisse marcher si on a inventé le morcellement des parcelles? Ça veut dire que les gens qui avaient une parcelle de 20 sur 20, ils divisent en 4, ils construisent en hauteur. Ça veut dire que par rapport aux équipements qui étaient prévus au départ, on multiplie le nombre de gens qui vont habiter, on tire le courant à n'importe où, ça ne peut pas marcher, c'est évident. Donc ça, c'est des choses qu'il faut réglementer, tout ça. Très bien. Merci beaucoup. Je pense, professeur, si on disait qu'on termine ces livres des poches, que moi j'appelle, c'est portable, quelqu'un peut en avoir, pour lire même dans un bus ou dans un transport en commun, pour faciliter la compréhension. Je pense que nous allons nous arrêter d'abord à ce niveau-là. On aura le temps de presque tout développer. Mais avant cela, quelques points de chute. Professeur Jeff Kachama-Lusamba, politique, non? Économiste, comment vous allez penser à ce que vos idées soient acceptées par ces gouvernements, soit un gouvernement? Qu'est-ce que vous allez faire pour que vos idées aujourd'hui soient acceptées par tous ces gens qui nous dirigent? Accepter de faire la politique? Vous soumettre au principe de la politique? Comment est-ce que vous pensez y arriver aussi? Non, alors, vous savez, à chaque période, à chaque pays, il y a des gens, parce que bon, ce serait peut-être présomptueux de dire que je suis un penseur. Il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui mettent leurs idées à la disposition de ceux qui gouvernent. Bon, maintenant, si on fait appel à moi pour dire, bon, vous avez écrit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Même en tant que conseiller ou consultant, moi, je suis preneur. Moi, c'est pour mon pays. Moi, ce pays, c'est tout ce que j'ai de plus beau. Hein. Et donc, j'aime ce pays. Et cette brochure, je l'ai écrite l'année dernière. Vous allez voir que je parle de l'année 2023. Donc, l'année dernière, je suis venu ici, je l'ai suffisamment distribué. Bon, au début, je le vendais, j'ai vu que les gens, à Kinshasa, on dit que c'est 5-10 $, ils n'achètent pas, en fait.
même les gens qui ont les moyens, ils le prennent mais ne veulent pas payer, parce que, bon voilà, c'est comme ça. Alors je le fais à fond perdu, je distribue aux gens, je dis, faites-moi des remarques, vous avez des remarques, on peut discuter de ça, tout ça. Mais alors, si, moi je ne suis pas politique, mais si on a besoin de moi, ben, pourquoi pas, parce qu'il ne s'agit pas d'écrire, de ne pas mettre en pratique ce qu'on a écrit. Ah, vous savez, les chocs, la politique, ouais. c'est un art des chocs au Congo. Moi, je ne sollicite rien, mais je suis ouvert. Je sais que on a la chance d'avoir un pays comme le nôtre, avec ce qu'on a comme potentiel. Et moi, j'ai du mal à pouvoir expliquer que le potentiel, on ne peut pas le convertir en quelque chose de réel. Et c'est possible en peu de temps. Parce qu'il y a des pays comme le Vietnam, des pays, j'ai dit comme la Malaisie, comme tous ces pays-là, qui, il n'y a pas longtemps, enfin il y a encore 50 ans, étaient derrière nous, maintenant qui sont très avancés. Donc ça veut dire qu'avec de la volonté, avec de l'inspiration, avec de la détermination, avec la tolérance zéro, on arrive à faire des choses. Et même le peuple là va dire bravo ce que vous avez fait, vous avez laissé des choses. Nous voulons que nos petits-enfants, quand ils vont venir, soient fiers de nous. Il faut toujours qu'une génération fasse mieux que la précédente. Alors, est-ce que nous avons fait mieux que ceux qui nous ont précédés? Ben, je ne sais pas. Bon, alors, il faut que nous, on puisse aspirer à ce que ceux qui vont venir disent bien qu'est-ce qu'ils ont bien travaillé, en tenant compte de plein de choses, de ce qu'on appelle les générations futures. On n'en a pas parlé, j'ai parlé aussi des fonds souverains qui va pour les générations futures. Nous aurons le temps de décortiquer une fois de plus. Il faut qu'on puisse mettre de l'argent de côté pour permettre que 30 millions, j'ai proposé 30 millions de côté chaque mois pour les générations futures. Cet argent pourra nous permettre également de pouvoir acquérir des actifs, même à l'étranger. Les Qataris, vous les voyez, les Qataris, mais ils ont acheté des hôtels en Angleterre, en France, partout. C'est comme ça qu'on assure. Donc nous, on peut s'inspirer d'avoir un fonds souverain qui nous permette, lorsqu'il le faut, de pouvoir l'utiliser pour les intérêts de notre pays. Alors, moi, je suis disponible pour conseiller, pour même bénévolement, je ne vais pas nécessairement être payé, mais bon, maintenant, c'est pas moi le décideur. Bénévolement, là, c'est trop fort. Hein. Ouais. C'est trop fort. Alors, est-ce que les programmes d'action du gouvernement Soumina, la Première ministre, ça vous inspire? Ça vous dit quelque chose quand vous avez fait la lecture de ces programmes d'action? Ça vous inspire quand même? Franchement, honnêtement, j'ai vu de très bonnes choses qui sont faites dedans. Maintenant, le problème, c'est que les programmes d'action, même sous Mobutu, on a toujours des programmes d'action. Maintenant, on va voir dans l'application. Elle vient de commencer, on ne peut pas tirer sur elle. Donc, il faut lui donner la chance de pouvoir, effectivement, mettre ça. Non, déjà, en regardant comment est-ce qu'il a fait le dispatching des budgets de chaque ministère ou secteur, déjà, vous devez avoir l'idée générale que non, avec ce programme, ça va réussir. Si, mais bon, il y a des choses à dire dessus, notamment sur Parce que pour moi, un vrai programme, il doit être chronométré. Vous allez dire, voilà, on va faire ça dans les 6 mois, dans les 12 mois, et si on n'a pas fait, on doit savoir pourquoi. Il faut qu'il y ait, excusez-moi, j'appelle un tableau de bord. On peut à chaque moment vérifier si ce qu'on avait prévu a été fait, pourquoi ça n'a pas été fait. Alors, je sais que dans son cabinet, parce que j'ai donné à des gens de son cabinet ce livret, et donc ils l'ont dans son cabinet. Ils l'ont déjà? Oui. Donc, si on lui fait parvenir, c'est très bien. Bon, si ne peut pas parvenir, bon, c'est pas grave. Même les gens de la présidence, l'année dernière, j'avais déjà donné autour de gens qui sont... Alors, est-ce que les gens, ce qu'on écrit, est-ce que ça les intéresse? Moi, j'en sais rien. Mais, en tout cas, ce qu'elle a fait, j'ai vu le programme général, il va dans le bon sens. Mais maintenant, il faut voir au niveau de l'application. Il faut voir au niveau de l'aménagement du territoire. Parce qu'il faut qu'on puisse créer simultanément des emplois. Si tout ça c'est bien fait, on n'en a pas parlé. Si déjà, les 145 territoires, c'est quand même un pas. C'est magnifique. Alors là, vous me donnez une minute. Oui. Les 145 territoires, c'est extraordinaire. Même si on sait que pour l'instant, le taux d'exécution est autour de 20%, mais c'est extraordinaire. Puisqu'il y a des préalables, notamment les voies d'accès, tout ça. Mais c'est moi-même, j'avais écrit il y a quelques années un article où je ne parlais pas des 145 territoires, ça c'est venu après. J'avais écrit où j'avais proposé que le Congo puisse aller lever 2,6 milliards de dollars à l'étranger et pour pouvoir financer son développement. Pourquoi 2,6 milliards? Je suis parti de l'idée qu'il y a 26 provinces. S'il y a 26 provinces, on va allouer 100 millions à chaque province. On va mettre à disposition de chaque province. Et vous allez voir que si on a un programme bien précis, avec les 100 millions qui sont à disposition, et 2,6 milliards, c'est rien du tout. Moi, je vous jure que j'ai un mandat, j'ai fait une tournée de 1 ou 2, 3 mois, de 2,6 millions, on vous les amène. Mais on les met à disposition de chaque province qui sait qu'on a à notre disposition 100 millions. Bien sûr, il y aura des mécanismes de contrôle, tout ça, pour éviter justement les détournements et tout ça. Et on met ça à disposition de chaque province, en disant que chaque province doit construire sur son territoire la route d'intérêt national. Ça veut dire que, par exemple, si la route doit partir d'ici vers Bandundu, Kassai,
la province de Bandundu construit sur son territoire, son tronçon de Kasaï, ça va se faire simultanément. Et vous allez voir que le développement sera tellement simultané qu'on va manquer de main-d'œuvre. Tous les autres Africains vont affluer vers le Congo pour venir travailler parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Mais pour cela, il faut lever 2,6 milliards qu'on peut affecter de manière rationnelle et de manière intelligente pour pouvoir. Et puis, un autre volet qu'on n'a pas abordé, vous avez raison, c'est la formation. On a parlé de la formation. La formation doit être axée sur nos priorités de notre pays. Donc, il y a des formations qu'on ne devait même plus faire chez nous. Pour l'instant, on a un problème de manger, de dormir. C'est là-dessus qu'on doit axer. On n'a pas d'école de formation, par exemple, pour le dire. Mais il faut faire ça. Il faut former les gens au métier. Il ne faut pas former les gens pour juste réfléchir. Les gens veulent travailler dans les bureaux. C'est d'abord les métiers, les petits métiers qui sont importants. On ne doit plus dévaloriser les métiers manuels. C'est ça qui va nous avoir des fraiseurs. Trouver ici un vrai serrurier, trouver quelqu'un qui fait de la maçonnerie sans problème. C'est rare. Ce sont ces centres de formation-là, formation courte qu'il faut mettre en place pour pouvoir. Vous savez, il y a en Europe là-bas, même pour servir au restaurant, il y a des écoles pour ça. On vous apprend à servir. On n'improvise pas. Tout s'apprend. Tout métier, Taylor disait, tout métier peut être amélioré si on observe comment on fait ce métier. Donc si on décompose, on spécialise, après on est bon. Mais nous, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a de l'amateurisme dans beaucoup de choses, pas assez professionnel. Donc, mais il faut professionnaliser les choses pour que ça puisse marcher. Et c'est possible, on s'inspire. Moi, je pense que dans très peu de temps, on peut mettre le pays sur les rails et avoir des résultats. Alors, on termine avec l'insécurité. Vous savez qu'une action doit être quand même pratique si le terrain est bien soigné. L'insécurité qui sévit à l'est de la démocratie du Congo, bien sûr, dans votre brochure, vous avez soulevé les problèmes de la défense. Il faut numériser, la logistique, vous en avez parlé, il faut les c'est ça cybercriminalité, je pense. Ah oui, bien sûr. Alors, j'aimerais savoir avec l'insécurité à l'est, est-ce que vous pensez que les blocages de la RDC, qu'est-ce qu'il faudra à un certain moment donné pour trouver quand même de la solution, hein, même si pas à 100%, mais qu'on sente quand même qu'il y a quelque chose qui va déjà au niveau de l'insécurité à l'est? Alors, dans tous les cas, pour l'insécurité, je pense que déjà à l'insécurité générale, puis ensuite à l'Est, je crois qu'il faut déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, que chacun soit professionnel. Alors là, je ne parle pas de l'Est d'abord, je parle de l'insécurité à Kinshasa, à Lubumbashi ou ailleurs. Donc si chacun est professionnel, si le militaire fait son boulot, ça veut dire qu'il fait vraiment son boulot. Si le policier fait son boulot, déjà, il n'y aura pas d'insécurité de ce côté-là. J'ai proposé pour les policiers qu'ils soient dans des endroits bien, qu'ils soient bien rémunérés. Vous avez vu des rémunérations, si vous voulez, incitatives pour les policiers, pour les militaires. En ce moment-là, au moins l'insécurité qui vient d'une partie de ces gens-là qui sont mal intentionnés, on ne l'aura plus. Parce que le policier, le militaire doit rassurer quelqu'un. Quand je rencontre un policier le soir, je dois dire ouf, enfin, je suis en sécurité. Mais il faut pas que je voie le policier, que j'ai peur justement que je sois sujet à tout ce que vous voulez comme tracasserie. Alors, d'une part. D'autre part, si on crée des emplois, comme je l'ai dit, la plupart des Koulouna là, que vous voyez, ils sont plus Koulouna parce qu'ils sont occupés à travailler. Donc, c'est là, ça. Donc si on développe économiquement, il y aura moins d'insécurité de ce côté-là. Et puis ensuite, tolérance zéro. Ça veut dire si on prend quelqu'un qui viole les femmes, qui vole, tolérance zéro. On a pris la tolérance zéro, ça veut dire qu'on le met en prison, si il doit aller à la prison, il va en prison. Alors maintenant, pour l'Est du pays, c'est vrai qu'on est agressé par un pays voisin, le Rwanda, qui au début ne le reconnaissait pas, maintenant reconnaît lui-même, parce que alors, il faut qu'on arrive à avoir une armée qui va nous défendre. Je ne dis pas qu'ils ne font rien là, parce que nous, on est ici, on peut dire ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce qu'ils endurent là-bas. C'est vrai que nous avons sur le doigt, quand on voit que ça ne va pas, de pouvoir critiquer, mais je pense que, pas que les militaires qui sont là-bas n'ont pas envie de défendre le pays. Donc il faut qu'on ait une armée qui est capable vraiment s'il faut faire la guerre à nos voisins, le Rwanda notamment qui nous agresse, parce qu'il y a sur l'Ouganda, il ne faut pas oublier, parce que souvent on oublie l'Ouganda, l'Ouganda est complice également. Écoutez, à un moment donné, si je dois mourir, autant que je meure une fois pour toutes. S'il faut leur faire la guerre, même si on s'imagine qu'ils ont des forces, je ne sais pas comment, le jour où ils auront la guerre sur leur propre territoire, peut-être qu'en ce moment-là, les gens qui sont derrière eux vont dire non, arrêtez la guerre. Parce qu'ils ne peuvent pas, c'est pas normal qu'on se batte seulement chez nous. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc il faut compter sur l'armée. Moi j'ai confiance en notre armée. J'espère que le jour viendra où nous dirons tout ça finalement, c'était qu'un mauvais cauchemar. Mais si vous avez des gens qui ont des intentions belliqueuses, comme par exemple le Rwanda ou même l'Ouganda, c'est vrai que c'est difficile. Mais c'est à nous de pouvoir mettre des casernes de ce côté-là, qui est vraiment des casernes, des formations des militaires, que les militaires soient bien payés pour que beaucoup de gens veuillent aller dans l'armée. Et
parce qu'on peut se défendre. Il n'y a que nous qui pouvons le défendre. On ne peut pas compter sur les autres. C'est pas possible. Dans votre ouvrage ici, vous n'avez pas renfermé les Congos. Les Congos peuvent tendre la main, les Congos doivent rester ouverts parce que c'est aujourd'hui aucun pays ne reste seul. Il faut s'ouvrir au monde. Mais en même temps, nous avons des petits soucis avec la diplomatie. L'Occident qui semble être complice. Quand je parle de l'Occident, pas l'Occident en général, mais quelques pays phares de l'Occident. Est-ce que vous pensez qu'il faut réfléchir sur la diplomatie? Le Congo est trop affaibli aujourd'hui par l'Occident. Alors là, j'ai deux choses à vous dire. Première chose à vous dire, parce que vous avez parlé, le Congo n'est pas seul. Si on parle de l'Occident, il faut savoir que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc chaque pays doit défendre ses intérêts. Si l'Occident trouve ses intérêts là où nous on croit que c'est pas normal, ils défendent leurs intérêts, c'est à nous de défendre nos intérêts. Donc pas compter sur eux pour venir. Donc, je ne suis pas non plus quelqu'un qui est tout en train de se victimiser en disant ce sont les autres, ce sont les autres. Il faut d'abord qu'on regarde nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait mal pour qu'on en soit là aussi. Il faut qu'on s'interroge sur nous-mêmes également. Et deuxième chose que je vais vous dire par rapport au Congo n'est pas seul, et nous en Afrique souvent, on a des politiques, si vous voulez, isolées. Qu'est-ce qui nous empêche, sur le plan régional, de travailler avec les autres pays? Ça veut dire quoi pour moi? Par exemple, au lieu que les gens aillent se faire soigner en Afrique du Sud, ou je sais pas, au Maroc ou en Inde, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire le Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Centrafrique, on se met ensemble, on fait une unité, une clinique pour le cœur, par exemple. On va la faire à Centrafrique. Pour les yeux, ça sera chez nous. On met tous notre argent ensemble en commun. Comme ça, si quelqu'un est malade ici, on peut l'amener en Centrafrique et vice-versa. Pourquoi est-ce que chacun veut faire chez lui les choses qu'on peut faire en commun? C'est un problème en Afrique. Je dis ça, ça peut être aussi pour les universités, pour les écoles. On dit on va mettre nos moyens ensemble avec la Tanzanie, avec je sais pas quoi, où on fait, pour des domaines de pointe, on met nos moyens ensemble. Comme ça, on a quelque chose qui... Bon, ça serait beaucoup plus viable. On va atteindre ce qu'on appelle des masses critiques. Mais là, chacun veut faire chez lui. Finalement, on fait mal ou pas assez bien. Ça, déjà, on peut utiliser ça comme levier de développement. Ça va faire que chaque pays mettra un peu d'argent, même au niveau des compagnies aériennes. Il y a des pays, des compagnies aériennes, on se demande pourquoi. Alors, donc, si on peut mettre ensemble nos moyens. Donc, ça, c'est aussi une façon de faire l'intégration africaine. C'est possible dans la science, dans plein de choses, on peut le faire. Alors, merci beaucoup, professeur. On va déjà finir cet entretien. Alors, comment on peut avoir cet ouvrage? Comment on peut vous avoir aussi, même par Internet? Comment on peut vous contacter? Parce que les dérangements sont tellement énormes quand ils attendent qu'il y a de la vérité quelque part. Alors, mon adresse est Internet marquée sur la petite brochure. Alors, pour les gens qui ont suivi, je pense qu'Aristote pourra faire le relais. Donc, si ceux qui veulent commander, parce que moi je les paye, si les gens sont intéressés, ils commandent. Mais pour que ce ne soit pas toujours à perte, moi je peux liquider ça à 5 $. C'est un peu moins de mon coût de revient, mais si les gens sont intéressés, ils passent par Aristote et ils peuvent avoir, à ce moment-là, je suis un endroit ici où je le fais faire et on peut commander le don que les gens veulent obtenir. Très bien. Sans problème. Alors nous vous disons un grand merci d'avoir répondu présent à cet entretien. Professeur, je rappelle que vous êtes professeur en économie et gestion, éducation nationale française, membre du conseil économique de la ville de Metz, enseignant des politiques économiques à l'Université de Lorraine et à l'ICN Business School, expert en management des projets. Et aujourd'hui, nous avons réfléchi sur votre brochure qui est programme minimum pour les décollages de la République démocratique du Congo. Nous vous disons un grand merci et cette émission reste à caractère pédagogique. Nous vous aurons encore pour un autre entretien. Nous disons un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique avec Lobaki qui nous accompagne, à Aristote, complément plein. Merci à tous les abonnés des CAD Pro HD, ACAD Pro HD. Merci aussi aux abonnés de JM au panel HD. Je pense que le relais sera là avec ingénieur Louba qui va le suivre, partager, commenter. Si vous avez envie d'écrire les deux numéros affichés en bas de l'écran, écrivez. Il y a quelqu'un qui est disponible pour répondre à toutes vos questions. Ils peuvent les faire arriver auprès du professeur. Et même si vous avez besoin d'un entretien aussi, il est dispo, il est scientifique. La science n'a pas de frontières. La science va au-delà. Moi, je vous dis merci beaucoup. C'était Jean Méman. Vous le connaissez très bien. Panel, messieurs les panels. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro avec les professeurs. Merci.